bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cette table ronde consacrée aux impacts de la crise sanitaire sur les déplacements et les modes de vie en Île-de-France. Avec moi sur ce plateau donc, pour examiner cette thématique, nous aurons donc Dominique Alba, qui est directrice générale de l'Atelier parisien d'urbanisme, Sylvie Charles, directrice générale de Transilien SNCF, Marc Fontanès, sociologue et directeur mobilité du cabinet Auxilia Chronos, ainsi que Martin Homover, directeur du département Habitat et Société à l'Institut Paris Région. Alors, on se souvient tous des commentaires qui ont pu être faits lors du premier confinement avec l'hémorragie massive de Parisiens qui quittaient l'Île-de-France. Plus sérieusement, ce matin, à l'occasion de la table ronde inaugurale, Valérie Pécresse a quand même évoqué les places vides dans les lycées d'Île-de-France, les places vides dans les lycées parisiens et les familles qui viennent se réinstaller en grande couronne et en petite couronne. Donc on va voir dans quelle mesure effectivement cette crise sanitaire a fait bouger les lignes, à la fois sur les relocalisations résidentielles, le télétravail, les nouvelles habitudes de déplacement, les aspirations à des modes de vie peut-être plus apaisés et différents. Alors je vais commencer avec vous, Marc Fontanès. Vous allez nous dire en fait si on sait véritablement, enfin qu'est-ce qu'on sait véritablement des conséquences de cette crise à ce jour et quels sont les outils sur lesquels on s'appuie pour évaluer ce qui s'est passé. Bonjour à toutes et à tous. Alors déjà pour répondre à la partie comment est-ce qu'on identifie les informations, mais déjà on regarde le site web de l'Institut Paris Région qui a eu la bienveillance il y a une dizaine de jours de faire une synthèse sur la question et puis qui depuis presque plus de 2 ans met à jour très régulièrement des informations sur les usages en général sur l'ensemble des modes de déplacement. De notre côté, on réalise aussi des enquêtes. On a réalisé depuis 2014 avec notre partenaire l'Observatoire Sociologie Consommation un observatoire des mobilités émergentes, donc en 2014, en 2016, en 2018. Et puis avec le soutien de l'ADEME et de la SNCF en 2019 et 2020, on a fait 2 hors-séries, 2020-2021, pardon, 2 hors-séries sur les mobilités dans le cadre de la crise. Et on a également accompagné la Fondation pour la Nature et l'Homme et l'association WeMove dans la construction du baromètre des mobilités du quotidien. Et en 2021, on a enquêté auprès de 13 000 Français avec également une approche régionalisée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en matière d'évolution des comportements sur les mobilités? Le premier enseignement, c'est la désaffection des transports en commun et puis des pratiques partagées de la voiture que sont le covoiturage et l'autopartage. Également une appétence pour des usages de plus grande proximité, voire des mobilités, évidemment avec une forte donnée autour du télétravail. Un boom des modes de déplacement individuels que sont la marche, le vélo, mais aussi la voiture, je vais y revenir, et puis un léger frémissement, effectivement, de ce qu'on pourrait appeler un exode urbain, sur lequel je ne vais rien détailler de particulier, puisque je crois que Dominique Alba va en parler. Sur la désaffection des transports en commun et des pratiques partagées de la voiture, en fonction des périodes et des sources, là, sur les 2 dernières années, on constate globalement un solde d'évolution, c'est-à-dire la différence entre le nombre de personnes qui ont augmenté leur usage et celles qui ont diminué leur usage, qui est négatif pour les transports urbains de -3 à -10 et qui est négatif également pour le covoiturage et l'autopartage de -2 à -7. Donc ce sont des usages qui ont effectivement perdu plus ou moins fortement pendant la période. Et à ce jour, on n'est toujours pas revenu au niveau avant-crise. Il y a eu une chute spectaculaire au moment du premier confinement, puis ça remonte doucement. On se rapproche de la situation initiale, mais on n'y est pas encore arrivé. C'est le cas en tout cas pour les transports urbains et pour le covoiturage. Et puis pour l'autopartage, c'est un peu en céphalogramme plat. Oui, enfin, j'imagine que vous êtes aussi capable, dans ces résultats, de faire la part des impacts liés au confinement eux-mêmes. Parce que, bon, bien sûr, il y a eu des confinements successifs, du télétravail qui a été largement recommandé ou même imposé. Donc là, effectivement, la part des transports collectifs a baissé, j'allais dire, mécaniquement. Oui, tout à fait. Alors c'est mécanique. Et puis après, il y a des changements de structure
dans la façon dont les gens veulent organiser leurs déplacements. Sur la question de l'évolution des appétences, il y a cette question de la proximité et de la démobilité qui est quand même un sujet vraiment qui prend forme depuis la crise. Les gens veulent moins se déplacer et quand ils doivent se déplacer, ils veulent se déplacer moins loin, autant que faire se peut. C'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est les tendances qu'on observe pendant la crise. En tout cas, elles ont été accélérées pendant la crise, puisque ce n'était pas forcément totalement inédit. On avait déjà constaté des tendances de ce type. Et évidemment, c'est principalement les déplacements contraints, domicile travail, pour les déplacements professionnels, pour aller faire ses courses, qui ont subi ces changements structurels. L'autre enseignement très important, justement, dans l'évolution structurelle, c'est le boom des mobilités individuelles. Alors, on parle beaucoup du vélo, on parle beaucoup de la marche. C'est vrai que là, il y a vraiment des évolutions très très fortes en faveur de la marche et du vélo, vélo assistance électrique, vélo cargo. Il ne faut pas oublier, alors avec des opinions très favorables de la part des gens qui à la fois sont passés à l'usage et qui, en termes de retour d'expérience, parlent de bien-être, de plaisir, d'autonomie, de gain de temps. Bon. Et puis aussi des opinions favorables des gens qu'on enquête sur les nouvelles installations, les nouvelles infrastructures de type coronapiste ou piétonisation au centre-ville. On est aux alentours de 80% d'opinions favorables, ce qui est quand même un chiffre assez encourageant. Après, il y a aussi un boom des usages de la voiture. Et ça, il ne faut pas le négliger. La voiture solo va très bien. Elle a largement repris son niveau d'avant-crise. Il y a plusieurs façons d'illustrer ce constat. D'abord, on regarde ce qui se passe du côté des bouchons. Là, sur le site de l'Institut Paris Région, c'est très clair. Il y a eu des chutes brutales au moment des différents confinements, et puis très vite, ça reprend. Et à mai 2022, on est au-dessus de mai 2019. On est quelques pourcents au-dessus de mai 2019. Donc, on a vraiment pas mal de véhicules en circulation. Dans les usages déclarés dans nos enquêtes, on est sur un solde d'évolution positif. Donc on utilise plus la voiture pendant la crise qu'avant la crise. Et puis enfin, et surtout peut-être dans le contexte actuel, dans le baromètre des mobilités du quotidien, on a testé différents scénarios de résistance au changement en fonction de différents niveaux d'augmentation du carburant. On a testé plus 15%, plus 30%, plus 50%, plus 100% d'augmentation du carburant. Et là, ce qui est quand même très surprenant, assez spectaculaire, c'est que 64% des gens qui ont répondu, je rappelle que c'est 13 000 personnes qui ont répondu à cette enquête, 64% ne changeraient rien ou très peu en cas d'augmentation de 50% des prix du carburant. C'est une enquête qui a été faite en novembre, donc on commençait déjà à voir les prix augmenter. Et 58% encore avec une augmentation de 100%. Et à 100% d'augmentation, on n'a que 7% des gens qui abandonneraient complètement leur voiture. Donc pour moi, ça veut dire que c'est une nouvelle preuve de l'incroyable résilience du modèle dominant de mobilité qui est la voiture propriétaire en solo. Et c'est aussi ce que j'appellerais une valeur refuge. La voiture, on a investi dedans, même si ça coûte de plus en plus cher, on continue à vouloir l'amortir. On en connaît parfaitement le parcours utilisateur, on n'est pas surpris, et surtout, on est très en difficulté pour imaginer une solution alternative à cet usage du quotidien que permet la voiture, et donc on a besoin de se projeter, et là-dessus, il y a des gros progrès à faire. D'autant plus que la voiture s'inscrit souvent dans une chaîne de déplacement et qu'elle apparaît malgré tout comme la solution la plus pratique et la plus facile. On y reviendra tout à l'heure. Je vais passer maintenant la parole à Sylvie Charles sur justement ce mass transit. Donc Marc Fontanès vient de nous dire que la grande gagnante post-Covid, c'était quand même la voiture particulière. Quels sont justement les constats que vous faites au niveau de la fréquentation de Transilien et comment est-ce que les choses reviennent à la normale ou pas? Alors, je ne peux pas quand même laisser totalement dire que la voiture, c'est ce qu'il y a de plus pratique et de plus fiable. D'ailleurs, on a fait toute une étude avec l'Institut Paris Région, c'était l'année dernière, sur 4 grands axes. Alors, à l'heure de pointe, le matin vers Paris, et en suivant tout simplement les traces des smartphones anonymisés, dont les traces GPS. Et il en résulte quoi? Il en résulte que quand vous êtes sur un corridor bien desservi, à la fois pour des raisons de temps de parcours et de fiabilité, le choix gagnant, c'est bien le transport mode lourd. Et de loin, très souvent, en temps, vous mettez entre 20 et 30% de moins. Et surtout, si vous avez un rendez-vous à 9h du côté du quartier Haussmann, vous êtes beaucoup mieux à venir en transport en commun qu'à venir en voiture. Par contre, la voiture, de toute façon, elle est indispensable dans toute une partie de la grande couronne, notamment sur des transversales.
Et l'un des enjeux d'ailleurs, c'est de développer des transports en transversal, que ce soit des bus à haute fréquence ou des tram-trains. Et la semaine prochaine, nous inaugurerons, Valérie Pécresse inaugurera avec Pierre Bélier le tram-train 13. Donc, il y a à faire. Alors maintenant, pour revenir à notre sujet qui est l'impact de la Covid sur les comportements des voyageurs. D'abord, quelques rappels, si je peux me permettre, pour savoir dans quel contexte tout ça arrive. On est quand même dans une région, la région Île-de-France, qui a de vraies particularités. D'abord, on l'oublie souvent, mais c'est la première région économique d'Europe. En temps normal, c'est la première région touristique au monde. Mais surtout, troisième spécificité, et qui explique bien des choses en termes de mobilité, nous avons 68% des emplois qui sont concentrés sur 6% du territoire. Et ce 6%, c'est le central. C'est Paris qui regroupe le plus d'emplois. Après, c'est la Défense. Et puis après, depuis les années 2000, ce qui s'est développé, c'est la Plaine Saint-Denis, la boucle Nord-Seine-Beson, ici les Moulineaux. Mais vous avez donc avec la mondialisation au tournant des années 2000 et la tertiarisation de l'économie, vous avez à nouveau un emploi qui s'est concentré au centre. Ça a quelles conséquences? Si je prends nos voyageurs franciliens, nous avions, avant crise, 61% des voyages, ce sont des voyages domicile-travail. 12%, ce sont des voyages domicile-études. Donc 73% des voyages, ce sont des voyages du quotidien. Alors l'impact de la Covid. Confinement, on sait tous, alors un peu moins dans le transport, hein, nous on est restés sur le terrain. Les transports ont répondu présent et ont assuré une continuité du service public, mais une grande majorité des franciliens ont dû, du jour au lendemain, travailler chez eux. Et à cette occasion, il y a des tabous qui sont tombés. Moi, j'ai beaucoup de connaissances parmi les entrepreneurs, le monde patronal. Dans télétravail, ils ont entendu travail. Le télétravail est devenu une forme normale de travail. Et donc, quand vous avez 61% de vos voyages qui sont liés à du domicile-travail, à l'évidence, il y a un impact qui est très élevé. Donc, au début de cette année, en février, le Crédoc avait évalué que c'était à peu près 32%. Nous venons là, au printemps, fin mars jusqu'au 11 avril, de mener toute une enquête avec BVA pour analyser justement l'impact de la Covid sur les comportements. Quels sont les écarts de comportement entre l'usage que vous faisiez en 2019 des modes de transport, celui que vous faites aujourd'hui, en termes de choix de mode de transport, en termes de fréquence. Et puis, nous cherchons, c'est pour ça que l'étude, nous sommes encore en cours d'analyse, à comprendre les raisons et surtout derrière, à essayer d'anticiper est-ce que ce sont des changements pérennes ou qui vont l'être moins. Sur Transilien, nous constatons que nous avons 55% de nos voyageurs qui faisaient du domicile-travail et qui, au jour d'aujourd'hui, télétravaillent. Avant la crise, c'était 23%. On est passé de 23 à 55. Donc on est très au-delà de la moyenne francilienne, mais ça se comprend, puisque fondamentalement, Transilien, ce sont des déplacements avec un kilométrage assez important, c'est du mode train. Et on a du coup beaucoup de nos voyageurs qui télétravaillent. L'autre chiffre important, c'est que sur ces gens qui télétravaillent, ceux qui télétravaillent 3, 4, 5 jours, c'est-à-dire en fait qui ne font maintenant que du télétravail, s'élèvent à 22%. Avant la crise, c'était 9%. Et donc la question de savoir jusqu'où ils vont déménager, aller plus loin, est sans doute une bonne question. Voilà. Et en termes de fréquentation, alors actuellement, qu'est-ce que ça donne? Vous en êtes... Alors, de toute façon, je pense qu'il y a une certaine disparité selon les lignes. Alors, il y a évidemment une disparité sur les lignes.
Nos voyageurs de la baie Nord sont très vite revenus, puisqu'il y a moins d'emplois télétravaillables, alors que ceux de LJ ou autres ne sont pas encore tous revenus. Mais on a cet impact assez majeur du télétravail, et donc on a une fréquentation qui, aux heures de pointe du matin, est plutôt en deçà de 90, on tourne autour de 85, alors que, chose intéressante, en heure creuse et le week-end, sur plusieurs lignes, on a retrouvé le niveau d'avant 2019. Et donc, c'est tout simplement lié. Le plus fort des impacts, c'est le télétravail. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait le seul. On a aussi des voyageurs qui déclarent tout court qu'ils diminuent leur mobilité. Ils la diminuent, et quand on cherche les causes, en dehors de l'aspect je télétravaille, la première cause, c'est je vais moins voir ma famille et mes amis. Je me déplace moins pour mes loisirs. J'ai développé des loisirs à la maison. Donc, il y a un aspect cocooning, un peu repli sur soi. Et là, l'interrogation, et ce qu'on va suivre, c'est jusqu'où c'est pérenne, jusqu'où c'est transitoire, et quand même assez lié à cette période. Mais c'est vrai que ça interpelle un petit peu, et ça, c'est tout mode confondu, hein, les chiffres que je viens de citer. Merci. Martin Homover, Marc Fontanès et Sylvie Charles ont cité les travaux de l'Institut Paris Région. Donc, évidemment, ça fait partie de vos missions, hein, d'observer ces évolutions dans la région. Justement, on a parlé du télétravail. Tous les emplois ne sont pas télétravaillables. Sylvie Charles nous l'a aussi fait remarquer. Vous avez, vous, une vision assez précise des disparités et de la diversité des situations au niveau de la région, puisque l'Île-de-France, c'est pas tout à fait homogène, hein. Oui, complètement, je vous rejoins. Par rapport à la question que vous posez, c'est vrai que l'Institut a lancé, dès la survenue de l'épidémie, une enquête comportement et aspiration des Franciliens pour essayer de tracer au plus près de l'évolution de la conjoncture quels étaient les impacts sur les modes de vie de nos concitoyens. Et peut-être la première chose à rappeler, et ça c'est très clair dans ce que vous indiquez, c'est qu'il faut quand même, on est encore à un moment où même si on sort de l'épidémie, on se retrouve ici, on discute, ça fait plaisir, en vrai, enfin. Mais néanmoins, tout ce qu'on a pu observer, c'est dans des périodes très, très singulières. Et donc toute la question, vous l'avez très bien posée, Sylvie Charles, c'est à quel point les changements, les évolutions dans les aspirations, les modes de fonctionnement, l'organisation quotidienne vont perdurer ou pas. Bon, sur le télétravail, je crois quand même que là, tous, hein, y compris dans l'instance, on a quand même des garanties. Il y a eu un double effet de la crise sanitaire sur le travail. D'une part, en fait, une grosse diffusion d'un mode de travail qui était vraiment réservé initialement à des cadres, et encore au sein même de la population de cadres, vraiment au top management. Et là, les employeurs se sont rendus compte que les gens bossaient, étaient plus efficaces, que ça n'empêchait pas l'avancée des process. Donc, on est passé en fait de 20% de la population active télétravailleuse en Île-de-France à 42%. Donc, diffusion, doublement de la proportion d'actifs. Et en parallèle, en même temps, on a eu une intensification. C'est ce que vous évoquez, hein. Avant, quand on télétravaillait, c'était en moyenne 1 jour, 1,5 jours par semaine. Bon, dorénavant, ça a quasiment doublé. On est à 2,6 jours de télétravail par semaine. Et donc ça, ce double effet-là, ça a forcément un impact, effectivement, sur les déplacements domicile-travail. Je ne reviens pas là-dessus. Vous l'avez très bien évoqué. Mais la question que vous posez est très juste après, c'est de savoir comment ça, on le spatialise, comment est-ce qu'on le fait atterrir, parce qu'il y a évidemment de fortes disparités. Les 2/3 des cadres télétravaillent aujourd'hui, seulement 15% des ouvriers. Donc il y a ce paramètre-là. Selon les entreprises aussi, on télétravaille beaucoup lorsqu'on est indépendant. On n'a pas entendu la crise sanitaire d'ailleurs pour télétravailler lorsqu'on était indépendant. On télétravaille aussi bien davantage lorsqu'on est dans une grosse entreprise de plus de 250 salariés. Ça varie aussi selon les secteurs. Enfin, autant de choses qui font que quand on fait atterrir ces types d'emplois, ces types d'entreprises dans le tissu qui est celui de l'agglomération parisienne et plus généralement le territoire francilien, avec cette tertiarisation de l'économie qui s'est affirmée au cours des 20 dernières années, on a de très fortes disparités. Donc les territoires où on télétravaille beaucoup, c'est effectivement les emplois qui sont situés à Paris, qui sont situés dans l'ouest parisien plus généralement, enfin bref, les grands pôles tertiaires de la région. Et ce qui est peut-être aussi très important à observer, ce sont les
les actifs au lieu de résidence qui télétravaillent. Et donc là, on a une forte proportion de Parisiens actifs. C'est plus de la moitié des Parisiens qui télétravaillent régulièrement. On est plutôt à autour de 40% en petite couronne, autour du tiers en grande couronne. Et ces découpages-là ne sont pas tout à fait satisfaisants parce qu'en réalité, en lien avec la géographie sociale de notre région, on a des effets de faisceau. Et donc si on regarde en fait, tout un faisceau qui part de l'ouest parisien, qui se poursuit ensuite dans les Hauts-de-Seine, les Yvelines, au sud-ouest de l'agglomération, c'est là qu'on trouve les proportions de télétravailleurs les plus importantes. Et ça, je suis certain que dans l'enquête que vous faites sur vos lignes transiliens, vous le percevez très clairement. Donc effectivement, premier gros changement, le télétravail. Deuxième changement, vous évoquiez en introduction l'hémorragie résidentielle qui serait celle du territoire parisien, francilien au sens large. Alors là, je suis quand même un petit peu obligé de m'inscrire en faux par rapport à ça. Nous, parce qu'il y a, voilà, il y a des données qu'on a communiquées très hâtivement sur les données de bornage, machin, bon, sans trop savoir si les gens avaient 1, 2 téléphones, est-ce qu'ils étaient partis pour le durablement ou ponctuellement. Bon, nous, on a fait une enquête sérieuse, et ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle de l'Île-de-France, il y a 11% des personnes qui ont changé de domicile lors du premier confinement. 11%. Et attention, ils ont simplement changé de domicile de façon conjoncturelle. Et pour plus de la moitié d'entre eux, ils sont restés en Île-de-France. Ce qu'on observe, en fait, c'est que les gens ont quitté des logements petits dans des milieux très denses qui avaient perdu toute forme d'aménité parce que de toute façon, tout était fermé, pour être plus à l'aise, peut-être retrouver une forme de sociabilité au sein du domicile et être dans des espaces un peu moins denses, que ce soit en Île-de-France ou ailleurs. Et puis, il faut rappeler là aussi des éléments de contexte propres à notre région. On est une région qui est très jeune, avec beaucoup d'étudiants. Donc ces gens-là, ils ne quittent pas l'Île-de-France, en fait. Ils retournent chez leurs parents. Pareil sur les jeunes actifs. On a la chance d'avoir une région qui, avec pour une partie de sa population, des gens qui vivent très bien, donc ils ont des résidences secondaires. Bon, ça a simplement pour effet d'ouvrir et de déployer encore l'aire d'influence des métropoles. Et donc je pense qu'aujourd'hui, la question qui se pose finalement, c'est pas tant le fait que Paris, son agglomération et la région se vident de sa population. Bien sûr que non. C'est au contraire, comment est-ce qu'on maintient du logement accessible, notamment financièrement, aux personnes qui, elles, n'ont pas d'autre choix que d'être dans la métropole, d'être à proximité de leur travail, parce que ceux qui télétravaillent 2-3 jours par semaine, ils ont pour certains aussi les moyens peut-être d'envisager des horizons résidentiels plus vastes, voire de la birésidentialité. On a travaillé là-dessus avec Marie-Christine Jaillet, par exemple, l'année dernière, en préparant les travaux du SDRIF. Mais par contre, ceux qui travaillent au quotidien sur le lieu de leur entreprise, eux, ils ont besoin d'un logement dans la métropole. Et je pense que ça, c'est le gros sujet. Et d'ailleurs, je pense que Dominique, tu ne me contrediras pas, et tu seras même encore plus précise que moi. Mais les difficultés qu'on a aujourd'hui démographiquement, c'est avant tout la question du logement accessible, du logement qui n'est pas loué à un touriste. Parce que si on vous propose un logement qui vous convient au bon prix à Paris, je ne suis pas sûr que vous crachez dessus. Merci beaucoup. Vous venez de faire justement la transition que je n'ai pas besoin de faire pour passer la parole à Dominique Alba. Donc, vous, à la Pure, vous travaillez sur la zone dense, la métropole du Grand Paris. Et effectivement, cette question du parc de logement, comme vous venez de le dire, eh bien, elle préexiste et elle influence largement, effectivement, notamment les relocalisations ou les velléités de relocalisation. Oui, c'est difficile parce que là, vous avez tous dit beaucoup de choses qui sont très claires et très précises. Donc peut-être je vais décaler un tout petit peu le propos, puisque la question que vous posiez, c'était les impacts de la crise sanitaire. Et je suis absolument d'accord avec Martin. Tout le monde s'est engouffré dans des choses qu'il avait envie d'entendre. C'est-à-dire que celui qui a envie d'entendre la voiture, il entend la voiture. Celui qui a envie d'entendre Paris se vide de ses habitants, Paris se vide de ses habitants, etc. etc. Sur la question, et on va la fermer tout de suite, sur Paris qui perd des habitants, ça fait très longtemps qu'à la Pure, on a analysé les tendances démographiques en disant que nous allions vers une perte régulière de la population, indépendamment de la crise Covid, liée tout simplement au fait que les femmes font des enfants plus tard. Et donc, on a un problème de pyramide des âges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enfants dans les écoles, et donc ça arrive dans les lycées, ça arrive dans les collèges, etc. Par ailleurs, si vous regardez les pyramides des âges, sur les 30 dernières années, la pyramide des âges parisienne est relativement constante, et celle de Saint-Denis aussi, de Seine-Saint-Denis, du département. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, ce qui conditionne la population, c'est l'offre de logement, comme le dit Martin. C'est en fait la capacité à habiter quelque part qui fait que vous êtes quelque part ou pas. Et là, il s'est passé pendant le Covid qu'une catégorie de la population qui avait les moyens de bouger l'a fait. Sans doute que aussi la presse a largement relayé ce phénomène parce qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, ou en tout cas dans nos sociétés, on a envie de retrouver un sens différent
et qu'on cherche par tous les moyens à exprimer une façon de vivre ou une façon d'être qui, en fait, ne se traduit pas forcément dans la politique publique ou dans nos vies quotidiennes, et que le Covid, tout d'un coup, a ouvert des portes. Et donc, il a ouvert la porte du télétravail. Et donc, dans les entreprises, qui ne fait pas son séminaire sur le management ouvert, le management libre? La CDC, ce matin, CDC Habitat faisait son grand événement. Et le thème, ce n'était pas comment je construis, c'était comment je travaille en interne. Donc, comment je me manage, moi, pour offrir un logement qui ne soit pas un objet, mais un service. Et donc, c'est ça que ça a déclenché. Donc, pour revenir à des chiffres, parce que je sais qu'on aime bien toujours les chiffres et la mobilité, ce que ça a fait apparaître aussi, c'est que quand même, la marche à pied est le premier mode de déplacement en Île-de-France, et en particulier dans la zone dense, que le vélo est en train de trouver un espace relativement intéressant. Le RER vélo, c'est quand même 650 km de pistes cyclables. Le réseau de transport, le nouveau réseau de transport, c'est 200 km. Et je partage tout à fait ce qu'a dit Sylvie Charles, qui est évidemment le transport lourd, c'est l'armature. Il suffit de regarder comment est organisée la région parisienne pour voir l'effet RER sur les évolutions de la structure de la population. Mais par contre, à partir du moment où on sera tous à moins de 2 km d'une gare, ce qui va être ça dans la métropole du Grand Paris, si les élus prennent le temps de travailler ensemble pour dégager un peu d'espace sur la voie publique au bénéfice de la mobilité douce, on pourra tous aller à la gare dans un mode doux. Et à ce moment-là, 70% des déplacements motorisés faisant moins de 2 km avec la voiture, on pourra peut-être se passer d'une partie de ces déplacements. Il faut savoir aussi que 30% des gens habitent et travaillent dans la même commune en Île-de-France. Ce sont des chiffres qui sont aussi vrais pour les arrondissements parisiens. Donc on l'oublie. Donc là, le télétravail, on reste chez soi. Mais ça ne change rien, je veux dire, à l'échelle d'une commune ou d'un arrondissement. C'est 30% de la population. Donc il faut qu'aujourd'hui, on continue à inventer et à imaginer des sociétés, mais pas courir après des fantômes. Et c'est le job des agences d'urbanisme, c'est le job des bureaux d'études, c'est le job de Transilien. Et c'est ce qu'on essaie de dire tous les jours. On ne court pas après des fantômes. Par contre, il y a des vraies réalités que cette situation a montré, comme par exemple lisser l'heure de pointe dans les transports en commun, qui va nous permettre peut-être d'investir différemment dans les réseaux de transport. Et je voudrais terminer sur la question du déménagement. Sur les 6 millions de foyers allocataires de la CAF en Île-de-France, c'est-à-dire la moitié de la population, il y en a quand même un peu moins de la moitié qui déménagent. Et en moyenne, on déménage à 7 km de chez soi. Et l'année du Covid, il n'y a pas eu de déménagement. Donc les foyers qui sont les plus contraints, je dirais, et c'est ce que disait Martin, n'ont pas déménagé. Et notre responsabilité à tous, c'est que ces foyers-là, qui sont peut-être les travailleurs essentiels, qui sont peut-être des foyers de toutes sortes, il faut qu'on trouve dans la nouvelle architecture le moyen que ça se passe bien. Merci beaucoup. Je voudrais revenir maintenant sur justement cette problématique des changements et des changements, faire la différence entre le changement subi et le changement choisi. On a beaucoup parlé du télétravail, on a parlé effectivement des postes de première ligne qui ne sont pas télétravaillables, du rôle du mass transit. Et je voulais m'adresser à vous, Sylvie Charles, pour vous demander s'il n'y a pas pas un risque, mais de voir le déplacement en train de banlieue se transformer en déplacement uniquement contraint et en fait de l'associer justement à un mode de vie, comment dirais-je, un peu déprécié. Non, je crois que c'est justement l'inverse. Nous, on a vu dans le développement du télétravail, et on voit toujours dans le développement du télétravail, une formidable opportunité. C'est un problème dans un réseau de transport que d'avoir 61 plus 12, nos fameux étudiants, 73% de vos voyages qui sont liés à du domicile-travail, parce que ça veut dire que vous avez une hyper pointe du matin. Le soir, comme les gens font des courses et autres, la pointe est un peu plus étalée, mais vous avez quand même une pointe. Et sur certains axes en 2019, on avait certains axes qui étaient surfréquentés. Et donc ça donne une image, en effet, à ce moment-là, du train de banlieue qui ne donne pas envie de le prendre. En plus, j'insiste, nous, on a quand même des voyageurs qui ont une durée de trajet d'1 heure. Et ce n'est pas nécessairement du porte-à-porte. Donc on est en train de parler de concitoyens
qui ont entre 2 et 3 heures de transport par jour. Je ne suis pas sûre que ce soit ce qu'on puisse souhaiter à quiconque. Donc nous, on considère que le télétravail, c'est une superbe opportunité parce que quand vous télétravaillez 2 jours par semaine et que vous faites vos allers-retours 3 jours, tout court, vous êtes moins fatigué. Et donc nous, notre enjeu, en effet, c'est de faire utiliser le train en dehors de son trajet domicile-travail. Et c'est pour ça que je partage complètement. Nous, notre sujet maintenant, c'est de sortir encore plus complètement qu'on ne le faisait le nez des gares pour s'occuper du premier et du dernier kilomètre. Donc moi, j'adore les 650 km de RER vélo, c'est très bien. Mais ce que je trouverais encore mieux, c'est les pistes cyclables qui vont vers les gares. Donc là, on a tout un travail en cours avec les élus. Mais non, le télétravail peut être et doit être, en tout cas, nous, on le joue comme ça. Par contre, spontanément, et nous en faisons tous partie, nous ne prenons pas nécessairement le comportement qui serait dans notre intérêt et dans l'intérêt des autres. Je m'explique. Ça fait des années qu'on essaie de lisser les heures d'arrivée et de départ. On me dit, ah bah oui, mais il faut conduire les enfants à l'école. Bon, comme dit Valérie Pécresse, tout le monde n'a pas des enfants en bas âge qu'il faut conduire à l'école. Donc il y a quand même d'autres soucis. En fait, il y a des habitudes. Et puis il y a parfois le fait qu'on n'ose pas dire. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de salariés qui me disaient, oui, mais mon manager, qu'est-ce qu'il va dire ? Bon, en fait, le manager, quand on lui demande de démarrer les réunions qu'à 10 heures, ce n'est pas nécessairement un problème. Or, dans l'enquête là qu'on est en train de dépouiller, on a près de 50% de nos voyageurs qui nous disent avoir une flexibilité dans leurs heures de travail. Il faut s'en saisir. Le télétravail, ça va être une chance si on arrive à lisser les jours de télétravail. Moi, dès l'été 2020, je suis allée voir les organisations patronales, le MEDEF, les PME et autres. Tous étaient, ah bah oui, non, mais on va lisser parce que nous, on va en profiter pour avoir des bureaux plus intéressants, mais en diminuant les mètres carrés. Et donc, on se disait, bon, tout va aller dans le même sens, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Au jour d'aujourd'hui, vous avez 60% de télétravail le vendredi. Vous en avez plus de 50% le lundi. Après, c'est le mercredi. Et par contre, le mardi, j'ai plus de gens que je n'en avais en 2019. Donc, or, objectivement, moi, je vous invite à utiliser Transilien le vendredi. C'est extrêmement agréable, même à l'heure de pointe de 7h30. Voilà. Donc, moi, j'ai mis mon codir, vous voyez, le vendredi, au plus grand plaisir de mes collaborateurs. Mais finalement, ils s'aperçoivent en effet que c'est très agréable de venir travailler le vendredi. Voilà. Et un peu, moi, on me dit, oui, mais Sylvie, le vendredi, il ne se passe rien à Paris, il n'y a pas de salon. Et d'ailleurs, vous voyez, aujourd'hui, le salon, il se tient mardi et mercredi. Mais la prochaine fois, il faut qu'il se tienne jeudi, jeudi pas trop, mais vendredi, ça serait très bien, quoi. Il faut donc tous qu'on fasse cet effort, parce que c'est l'intérêt individuel, mais l'intérêt de tous, que d'avoir des rythmes plus étalés durant la semaine. Merci. Je vais revenir vers vous, Dominique Alba, justement sur cette question des déplacements évités. Est-ce que ces déplacements évités, quelque part, sont toujours des déplacements qui ne vont pas se faire du tout ? Ou bien est-ce que si on en évite à tel jour, à telle heure, on va en créer d'autres à un autre moment? Je pense notamment au développement des livraisons à domicile qui ont connu un boom assez formidable durant la crise sanitaire et à ce que ça suppose aussi de régulation. C'est compliqué. Voilà. Puis je vois des grands spécialistes dans la salle. Donc, on a fait une petite note qui s'appelle « Évolution des mobilités dans le Grand Paris ». Qui montre qu'une chose dont on est sûr, c'est qu'il y a moins d'immatriculation de voitures en Île-de-France. Donc, il y a moins de voitures. Voilà. Ça, c'est déjà important. Il y a les régulations type zone à faible émission, quand même, qui vont aussi mettre en place des organisations différentes. L'idée étant de réserver, quand même, petit à petit, l'infrastructure de mobilité voiture à ceux qui en ont besoin. Et ils ne sont pas tous, tout le monde n'a pas besoin de prendre sa voiture pour, etc. Quand on sait que, ce que je disais, les kilomètres parcourus, la moitié d'entre eux, c'est moins de 4 km, 2 km aller, 2 km retour. On se dit que quand même, c'est un peu dommage que là, on ne fasse pas l'effort de prendre... alors, vous allez dire, il pleut, on ramasse les enfants. Mais comme dirait Madame Pécresse, tout le monde n'a pas des enfants et il ne pleut pas tout le temps. Donc, on a peut-être des questions... on peut être un peu plus vertueux. Vous me disiez que
les comportements vertueux sont-ils réservés aux habitants de la zone dense? Ça serait bien que les habitants de la zone dense aient des comportements vertueux pour libérer de l'espace, pour ceux qui ne sont pas dans la zone dense et qui ont besoin de leur voiture pour des tas de raisons, puissent venir. Et la logistique en fait partie. Alors le problème de la logistique, c'est qu'en fin de compte, personne ne connaît les mouvements logistiques. On a la moitié, on ne sait pas ce que c'est. Chacun peut être à un moment un acteur de la logistique et c'est une des questions sur lesquelles on va tous se pencher là dans les jours qui viennent. Vous avez aussi, par exemple, sur la logistique, aujourd'hui, des choses très vertueuses. Vous avez des semi-remorques qui viennent livrer la nuit à côté dans l'île de la Cité. Ça s'appelle Grand Frais, donc c'est un très très gros camion qui vient, il reste un quart d'heure, il vide, il a mis des chambres froides dans un parking qui est sous-utilisé et ça repart en vélo cargo. Mais si vous dites comme ça dans une discussion avec des élus, je vais mettre des gros camions, on va dire ah non, nous on veut des utilitaires légers. Et en fait aujourd'hui on meurt des utilitaires légers parce qu'ils occupent toute la chaussée. Donc on a besoin de nourrir aujourd'hui des stratégies pour avoir des politiques qui permettent de répondre à ces questions-là. Et on a les moyens de le faire. On va y arriver parce qu'à partir du moment où on se met à travailler sur des sujets, que ce soit l'Institut Paris Région, Transilien, etc., on le fait. Mais c'est vrai que la crise Covid, elle nous a permis de rentrer là-dedans. Mais elle a permis aussi de dire que le véhicule utilitaire léger était un énorme problème. Énorme. Et on le voit aujourd'hui avec, en plus, la livraison de proximité que vous décrivez. Et la désintermédiation aussi qui fait que, vous le disiez tout à l'heure, les acteurs en fait, du dernier kilomètre, ils sont de plus en plus nombreux, divers. Oui, et on a fait ce travail sur les dark stores qui sont des acteurs du dernier kilomètre, qui sont des nuisances terribles pour tout un tas de raisons. Et tout de suite, ça y est, il y a des législations qui se mettent en place. Et on a été très étonnés de voir qu'un mot comme ça, avec un petit travail qui était un signe faible qu'on avait perçu de la crise Covid, en fait, parce que ça s'est amplifié dans la crise Covid, en fait, a des retombées de presse, mais internationales. Ce qui veut bien dire que la crise Covid, il y a des petites choses qui ont été tentées par des opérateurs très agiles et que l'observation a permis de réagir aussi vite. Et c'est plutôt positif, on va dire ça comme ça. Après, il y a la régulation des trottinettes. Ça y est, on a régulé les trottinettes. Oui, il y a les comportements des cyclistes, etc. Mais on va y arriver. Je veux dire, les comportements des automobilistes, ils sont toujours aussi insupportables. Et il se trouve qu'on est conditionné par celui-là. Et quand on est un cycliste, on est aussi bête qu'un automobiliste. Mais ça va s'arranger, je dirais, petit à petit. Et qu'un piéton, d'ailleurs. On a tous, parce que on se déplace, on devient tous un être agressif. C'est un truc, voilà, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est pour ça qu'on reste assis, là, voilà. cet après-midi. Voilà. Plus sérieusement, c'est sérieux, c'est très sérieux. L'autre question qui me vient, c'est celle du comportement de mobilité, du choix de mobilité vertueux. Parce que ça fait partie aussi des aspirations et de la prise de conscience qui s'est accentuée là, à la sortie de cette crise. Mais est-ce que ces choix de modes décarbonés, notamment, ne sont pas réservés, vous avez parlé aussi tout à l'heure des ZFE, aux habitants des zones denses, à ceux qui sont dotés de bonnes solutions de transport alternatives à l'automobile? Comment éviter surtout d'accentuer une fracture entre je vais caricaturer, mais les gentils urbains et les méchants banlieusards? C'est pour moi ou c'est pour Martin? C'est pour vous, d'abord. Je peux vous donner une petite aide. On a plus de 80% des habitants d'Île-de-France habitent à moins de 3 km d'une gare, ce qui est un parcours parfaitement faisable à bicyclette, quoi. Donc, non, pas 23. Non, plus de 80% d'habitants habitent à moins de 3 km d'une gare. Aujourd'hui, et avec ce qui va arriver, ça va encore s'améliorer. Mais vous avez raison. Je ne sais pas si c'est une question de vertu. Il faut être pragmatique. Voilà. C'est juste un changement de société. Et ça, c'est intéressant. Évidemment que pour des chercheurs, nous, on est fascinés, si vous voulez. On a des choses en grandeur réelle aujourd'hui. On peut regarder des choses, des géos trouvent tout. Hein. Donc, il faut qu'on l'accepte. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il n'y a pas vertueux ou pas vertueux. Il y a peut-être que de temps en temps, on pourrait être moins mobile. Et là, on rejoint ce que vous disiez, Sylvie Charles. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas, quand on se déplace, à l'impact qu'on va avoir sur le remplissage du métro ou des choses comme ça, pour son confort personnel. Mais peut-être qu'un jour, on y réfléchira pour quelque chose qui fait société.
Et moi, j'y crois à ça, parce que je pense qu'on a toujours tous été comme ça. On sort juste d'une période où automobile liberté. Aujourd'hui, l'automobile, c'est plus les pubs, hein, ça y est, ça c'est réglé. On est dans mobilité différente. Bon, voilà, on va avoir peut-être besoin de 20 ans pour ça. Il se trouve que le temps de l'infrastructure, c'est un temps complexe. Vous avez souhaité qu'on en parle à la fin et on en parlera. Il faut du temps. Et quand on prend le temps, on peut vraiment être intelligent collectivement. Et c'est à cette vertu-là que je crois, moi. Je pense que la précipitation ne fait rien. Je pense que les coronapistes jaunes ont été extraordinaires parce que tout d'un coup, on a vu le Grand Paris. Au-delà même du service vélo, on a vu le Grand Paris. C'était quelque chose qui était cherché par tous, qui étaient les cars de la RATP avant. C'était la couleur de la RATP. Maintenant, c'est Île-de-France Mobilité, le bleu. Il y avait tout d'un coup ces trucs-là, jaunes, dans l'espace public, qui disaient « Ah, mais on peut ensemble faire quelque chose ». Ça, c'est une vertu. Voilà. Je pense que Martin, il va dire plein de trucs. Oui, Martin Aumovert, si vous voulez continuer effectivement et peut-être nous dire quelques mots aussi sur la précarité aussi de mobilité que peuvent rencontrer certains habitants de l'Île-de-France aujourd'hui. Oui, Dominique, tu évoquais la nécessité de temps, à la fois d'inventivité et de temps. Il faut aussi intégrer, j'ajouterais, la différenciation spatiale, c'est-à-dire qu'il y a des solutions pour les différents territoires. Je pense que c'est complètement contre-productif d'opposer la zone dense en termes de comportement vertueux à ce qui pourrait ne pas être fait, ne pas être assumé dans d'autres territoires. Ce n'est pas les mêmes solutions, c'est certain, quoique, je vais y revenir, mais on peut faire plein de choses, simplement il faut savoir exactement quelles sont nos cibles. Et vous posez la question de la précarité énergétique. Nous, dans nos travaux, on a identifié, disons, deux façons de l'identifier. La première, c'est effectivement les ménages qui sont vraiment à très bas revenus. Donc les ménages du premier, deuxième, éventuellement troisième décile. Qui est-ce qu'on trouve parmi ces ménages? On trouve beaucoup de familles où il y a nombreuses, ce qui explique qu'il y ait peu de revenus par personne composant le ménage, en monoactivité. Donc un seul des parents travaille quand ce n'est pas des familles monoparentales d'ailleurs. Et des ménages qui travaillent dans le secteur, soit en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé. Et donc, au sein de cette population, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ce sont d'ores et déjà des personnes qui ont, entre guillemets, un comportement vertueux. Alors, pas forcément par choix, mais par exemple, sur ce premier décile, il y a plus de la moitié des ménages qui n'ont pas de voiture. Et aussi qui ont des vraies stratégies, qui ont développé des stratégies dans l'organisation quotidienne et dans leurs déplacements pour composer avec des mobilités décarbonées, alors que ce soit le recours au transport en commun, mais aussi énormément la marche. C'est-à-dire que chez ces ménages, 50% des déplacements sont faits à pied, là où on est à peine un tiers chez les personnes les plus riches. Donc, quand on est face à ça, déjà, ça permet de se dire, en fait, qu'est-ce que ça signifie avoir un comportement vertueux, quoi. Enfin, pour quelle part c'est choisi, pour quelle part c'est subi, et qu'est-ce qu'on peut faire pour ces populations. Là, concrètement, c'est effectivement les politiques sur les transports en commun en transversal, en dehors des axes lourds, pour avoir plus de cadencement, plus de flexibilité, les arrêts à la demande qui ont été mis en place par IDFM, la sécurité, pour faciliter ces déplacements, pour éviter que ce soit une entrave aussi à l'accès à l'emploi, parce qu'on oublie de dire que ces populations, finalement, quand on est cadre, on prend assez bien en considération nos besoins de mobilité, quel que soit l'horizon dont on vient. Mais chez les personnes les plus modestes, étrangement, c'est dans cette population qu'on a le moins de personnes qui ont leur carte Navigo remboursée. Parce qu'ils travaillent pour des particuliers. Alors que potentiellement, c'est des ménages qui seraient éligibles. Complètement. Mais c'est aussi parce qu'ils travaillent dans certains types d'emplois extrêmement précaires, où ils ont des employeurs qui ne remboursent pas ces cartes-là. Donc déjà, il y a des sujets comme ça collectifs de politique publique, et puis ensuite, il y a des sujets, donc je le disais, d'aménagement au sens des transports, et puis aussi d'aménagement vraiment urbain, travailler sur une offre d'équipement, de services, de qualité dans les territoires pour remettre au centre la proximité et faciliter, capitaliser en fait sur cette capacité. Ces gens, ils sont déjà en capacité simplement d'y aller à pied, quoi. Donc maintenant, accompagnons-les dans cette démarche. Donc ça, c'est les leviers d'action. Et ensuite, on a un deuxième, dans le halo de la précarité énergétique en matière de déplacement, on peut aussi regarder les ménages pour lesquels la part consacrée au déplacement dans leur budget est très importante. Il faut savoir que globalement, on est sur des chiffres avant augmentation des prix du carburant, etc. Mais en moyenne, avant cette période-là, les ménages consacraient 4%
de leur budget au déplacement. Nous, on a regardé ce que ça donnait pour les ménages qui consacraient 2 fois plus en part toujours d'argent à leur déplacement. Donc, autour de 8%, c'est 300 000 ménages en Ile-de-France. Et là, on a un portrait qui est tout à fait différent. On est plutôt sur des ménages biactifs qui sont en général soit propriétaires, soit en train d'accéder à la propriété, souvent en habitat individuel en maison. Et en fait, on retrouve des ménages qui habitent dans la partie la plus résidentielle de l'agglomération, voire dans le périurbain. Et donc là, quand on discute en entretien avec ces gens, on se rend compte qu'ils ont pleinement conscience du poids des déplacements, à la fois dans leur organisation quotidienne et dans leurs dépenses. Donc ils élaborent eux aussi des stratégies. Et en même temps que ce mode de vie qui est consubstantiel de déplacement à longue portée, il est véritablement choisi. C'est un choix. Il est complètement en lien avec notamment le fait d'avoir accédé à la propriété. Et donc, ils ne vont pas revenir du jour au lendemain dessus. Ils trouvent des bénéfices aussi dans le fait un bénéfice psychologique, dans le fait d'avoir leur propre logement, d'avoir un logement spacieux, adapté à leurs besoins, adapté à leurs ressources. Ils l'investissent, c'est un espace de réalisation de soi-même. C'est aussi un espace qui est complètement mobilisé dans les ressorts en matière d'économie de déplacement. C'est-à-dire qu'il est surinvesti le week-end lorsqu'il s'agit de faire des loisirs, de voir ses voisins, de voir ses amis. Donc pour toutes ces raisons, le périurbain ou l'habitat individuel, on ne peut pas le jeter avec l'eau du bain. Enfin, ça ne marche pas. Enfin, déjà, on ne peut pas dire ça aux gens qui habitent dans ces espaces-là. C'est quand même les 2/3 des employés et professions intermédiaires qui ont pu accéder à la propriété, ce sont dans des maisons individuelles. Donc je pense qu'il faut prendre acte de cette réalité territoriale et après, il faut redonner des marges de manœuvre en termes d'organisation à ces gens. Et donc là, je vous rejoins complètement sur la question des pistes cyclables. Il y a une étude qui a été menée à Lyon par Éric Charme, dans le périurbain, et ce qu'il constate, c'est que sans changer la structure des déplacements, donc si les déplacements de faible portée étaient réalisés en vélo, ce qui implique quand même des aménagements, des pistes cyclables, parce qu'on ne fait pas du vélo sur une route départementale, dans le périurbain, c'est trop dangereux. Mais pour peu qu'on se mette à faire ces aménagements, le bilan carbone serait réduit de plus du tiers pour ces ménages. Et puis ensuite, encore une fois, c'est une question d'aménagement. Nous, là, on lance une démarche avec la région Île-de-France, avec la promesse tout à 20 minutes, pour développer un maillage régulier et rationalisé, polarisé, de services d'équipement public aux populations pour que les personnes n'aient pas à prendre systématiquement leur voiture, qu'ils puissent penser piéton, qu'ils puissent penser vélo. Surtout le vélo, c'est sûr que c'est un vrai effet levier dans ces territoires-là. Merci. Marc Fontanès, vous avez vous aussi travaillé sur ces problématiques liées à leur précarité mobilité ou aux contraintes fortes liées à la mobilité voiture. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces sujets-là et comment, justement, encore une fois, mieux accompagner les ménages concernés vers une mobilité plus économique aussi, non pas seulement au carbone, mais aujourd'hui plus économique en termes de budget, puisqu'on voit que les carburants ne cessent d'augmenter. Déjà sur la question des choix et du fait de pouvoir choisir un comportement vertueux en matière de mobilité, à l'échelle nationale, nous on a mesuré que 45% des Français exprimaient le fait de ne pas avoir le choix de leur mode de transport et de déplacement. Donc, quand on est contraint par le mode qui est le sien et qu'on l'exprime comme ça, c'est difficile d'être automatiquement vertueux. En Ile-de-France, on est mieux loti, c'est que 23%, si j'ose dire, que 23%, ça fait quand même presque une personne sur 4 qui s'exprime dans les mêmes termes. Et puis également, je rebondis sur ce constat que les ménages vulnérables ou précaires sont effectivement globalement plus vertueux dans la pratique. Et par ailleurs, ils expriment aussi des appétences plus importantes que la moyenne pour des comportements vertueux, avec des perspectives écologiques, par exemple, assumées. Donc ça, c'était pour réagir à ce qu'on disait juste avant. Alors c'est vrai qu'on a travaillé sur les questions de précarité et de vulnérabilité, et d'abord on a regardé les questions de renoncement. C'est un peu le pendant du choix. Pendant la période de la crise sanitaire, il y a un certain nombre de phénomènes assez intéressants qui en ressortent. On a demandé en gros aux gens qui avaient renoncé à un ou plusieurs déplacements au cours des 5 dernières années, dans quelle mesure la crise avait accélérer, modifier ce phénomène des renoncements. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un gros quart des répondants, comme vous et moi, j'imagine, qui avons renoncé parce qu'on nous l'a plus ou moins imposé un certain nombre de déplacements et puis on s'y est remis. Bon. Il y a un autre quart un peu plus petit
de personnes qui ont renoncé pour la première fois pendant la crise sanitaire. Et là, c'est des ménages nouveaux, des artisans, des ouvriers, des personnes de plus de 75 ans, des populations qui ont subi économiquement l'impact de la crise sur leur mobilité, en général d'ailleurs, mais sur leur mobilité, et qui donc ont renoncé pour la première fois. Et puis surtout, on a regardé ce qui se passe du côté des demandeurs d'emploi, des foyers qui ont un revenu inférieur à 1 000 € par mois et autres populations de ce type. Elles renonçaient déjà très fortement à un certain nombre de leurs déplacements avant la crise, et ça n'a strictement rien changé, cette crise, dans leur mobilité. C'est-à-dire qu'ils ont une mobilité tellement contrainte que de toute façon, la crise n'est pas venue changer grand-chose. Alors après, c'est vrai qu'on a essayé de mesurer les choses en matière de précarité et mobilité. On s'est appuyé sur un travail qui a été réalisé par des chercheurs sur la base de l'enquête transport national de 2008, l'enquête de l'INSEE. On a, pour le dire simplement, essayé de recréer un indicateur composite sur les questions de précarité, vulnérabilité et dépendance à la voiture, en faisant en sorte d'intégrer autant que possible l'ensemble des dimensions qui croisent la mobilité et les questions de précarité. Donc on a intégré les bas revenus, évidemment, on a intégré le fait de devoir renoncer, et notamment à l'usage de la voiture, on a intégré des dépenses de carburant élevées, troisième paramètre, des distances importantes à parcourir pour les déplacements essentiels du quotidien, pour l'emploi, pour les services essentiels, l'absence d'alternative à la voiture à proximité du domicile, et enfin, dernier indicateur ou paramètre, le fait de rouler avec un véhicule ancien et donc énergivore. Donc ces 6 indicateurs ou ces 6 paramètres, on les a croisés de diverses manières. Et on obtient 3 données. La précarité mobilité, c'est globalement, par exemple, les gens qui ont des bas revenus et qui ont des dépenses élevées en carburant. La vulnérabilité mobilité, c'est le fait de croiser, par exemple, les bas revenus et le fait d'utiliser un véhicule énergivore. Et puis la dépendance à la voiture, on croise par exemple l'absence d'alternative à la voiture et des dépenses élevées en carburant. En France, au total, on a 18% des gens qui sont dans l'une ou l'autre ou plusieurs de ces situations, et on est à 10% en Ile-de-France dans l'une ou l'autre de ces situations. Ce sujet de la précarité, il s'inscrit dans le champ de la mobilité solidaire qui aujourd'hui est inscrit dans la loi d'orientation des mobilités de 2019, mais sur le terrain, c'est encore un peu le parent pauvre des politiques publiques, me semble-t-il, en matière de mobilité, pour au moins 2 raisons. La première, c'est que depuis 25 ans, on a séparé les questions de transport et les questions de solidarité dans la mobilité. Globalement, à part les tarifications sociales et solidaires, le reste de l'exercice, il est plutôt porté par des acteurs issus de la sphère sociale ou de la sphère solidaire, accompagnement à l'emploi, insertion, etc. Et puis d'autre part, il est très complexe à appréhender. Pendant des années, on fléchait des dispositifs, des aides sur des statuts, le demandeur d'emploi, le senior, le jeune. Et aujourd'hui, avec les acteurs avec lesquels on travaille sur ces questions, on s'aperçoit qu'ils font face à une sorte d'archipel de fragilité ou de difficultés qui est assez compliqué à appréhender et à périmétrer. Et d'autant plus que les publics dont on parle là, ils sont plus difficiles à atteindre, par exemple quand on réalise des enquêtes ou quand on organise des dispositifs plus qualitatifs de concertation. Et sur la question de l'accompagnement, on y reviendra peut-être dans la dernière partie, mais évidemment, il y a un gros enjeu à les accompagner. Oui, justement. Alors, en plus, on a dérivé avec le temps, donc il nous reste du coup à peine une petite dizaine de minutes pour aborder cette question de l'accompagnement vers des changements de choix de mobilité, notamment dans la perspective des ZFE. Et justement, cette mise en œuvre des politiques publiques, vous venez de l'évoquer, Marc Fontanès. Sylvie Charles, pour vous, quels sont les outils? Vous avez parlé tout à l'heure de la concertation avec les employeurs pour mieux aménager le télétravail, mieux aménager les pointes. Mais si on s'intéresse aussi, encore une fois, à ces mobilités les plus contraintes, les mobilités des plus précaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on doit agir? Est-ce que ce sont les transporteurs et les employeurs qui ont toutes les cartes en main, ou est-ce qu'il faut aller chercher ailleurs? Je pense, de manière générale, on en a toujours un petit bout. Mais autant nous voyons dans le télétravail une opportunité, autant je pense que c'est important de signaler que chez Transilien, donc c'est 55%, mais quand on regarde, ça accroît les inégalités, parce que chez les CSP+, c'est 70%,
et chez les CSP moins, c'est quand même 45. C'est d'ailleurs ce qui était sous-estimé dans les modèles et qui explique qu'on a encore plus d'impact sur le télétravail. En fait, on constate que beaucoup d'employés ont accès au jour d'aujourd'hui au télétravail. Par contre, pour des raisons qu'on voit bien, peu les ouvriers. Alors, nous, en tant qu'opérateurs de transport, notre sujet, c'est de gérer des flux en traitant chaque membre de ce flux individuellement, mais on prend en charge des flux. Par contre, évidemment, on s'intéresse à ce qui constitue ces flux, et c'est à ce titre-là qu'on aime beaucoup travailler avec des chercheurs, parce qu'ils nous aident à comprendre. Et moi, je dois quand même souligner que ce qui se passe depuis le début des années 2000, avec cette tertiarisation de l'économie liée à la mondialisation, et donc ce recentrage des activités sur le cœur de l'Île-de-France, il interpelle le transporteur que je suis, parce que c'est un renforcement des phénomènes obligatoires de transport vers le centre. Or, dans le même temps, ça a été dit, il y a une crise du logement. Enfin, dans ce salon, il y a à peu près tous les promoteurs immobiliers de la planète. Allez tous les voir. Ils vous diront une chose. La demande, elle est là. Ils ne souhaitent que construire, mais ils n'ont pas de permis de construire. Donc, il y a un problème du foncier. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas aller à l'encontre de Stéphane Plaza, mais je ne suis pas sûre en même temps, à l'heure où on se pose tous des questions sur arrêter d'artificialiser les sols, jusqu'où on va pouvoir continuer à développer à tout crin l'habitat individuel. Donc, et je partage complètement ce que dit Dominique Alba. Moi, je trouve, en tant qu'opérateur, on vit une période passionnante parce qu'on est dans un changement de société. Et on a quand même aussi un habitat à réinventer où on puisse vivre en collectif, mais d'une manière intéressante. Et quand vous faites le tour des mêmes promoteurs immobiliers, ils ont quand même quelques projets sympas où on se dit que ça peut être sympa d'y habiter, bien qu'en collectif. Voilà, donc il y a quand même des questions à se poser. Et notamment le fait, moi quand je vois encore en grande couronne qu'on chasse des zones d'activité pour y développer du logement, d'abord, je me dis que ça ne va pas m'arranger mon RERD, mais aussi, je me dis que c'est quand même pas ça l'idéal. 30% de franciliens travaillent dans leur commune, mais il faudrait les garder, puis il faudrait, si possible, les développer. Voilà, mais là, je sors de mon rôle de transporteur. Je me permets juste de mettre sur la table comment se constituent les flux. Et à un moment, l'opérateur que je suis, quand on ne peut plus mettre un seul train sur la partie sud-est de l'Île-de-France, on peut, merci à IDFM, faire construire des trains plus capacitaires. Mais je ne saurais pas, moi, accueillir tous les logements supplémentaires qui sont en train de se construire. Et ça, je pense qu'il faut quand même en avoir conscience et essayer de voir ensemble comment on peut travailler différemment. Alors, c'est en grande partie le travail des élus. Martin Homover, on est en pleine révision du schéma directeur de la région Île-de-France. Ce qui sera décidé n'aura pas d'effet immédiat, mais ça peut quand même contribuer à orienter les flux au moins de transport. Oui, complètement. Et donc sur ces sujets-là, la région Île-de-France, qui a prescrit la mise en révision du SDRIF, travaille à la fois avec les territoires dans le cadre de la conférence de territoire, mais aussi avec ses partenaires, à la fois opérateurs régionaux et locaux, dans le cadre du comité des partenaires. Donc c'est déjà un sujet de méthode, parce qu'on voit bien qu'on est sur des évolutions qui sont très rapides. On n'a pas toujours les données pour les objectiver, parce qu'on lance tous des enquêtes, mais on se réfère, sinon, dès qu'il faut territorialiser, on est dépendant de données qui datent parfois d'il y a 10 ans. Donc, je pense que là, vraiment, la vertu du partenariat, d'un espace de dialogue ouvert où on pose les problèmes sur la table et on y travaille ensemble, comme on le fait aussi aujourd'hui ici dans ce salon, est essentiel. Donc ça, c'est un premier élément dans le cadre du SDRIF. Ensuite, par rapport à ce que vous indiquiez, moi, le sens de mon propos n'était pas de dire qu'il fallait continuer à développer, à tartiner du logement individuel, bien évidemment. C'était simplement que c'est une réalité de notre région, c'est une réalité à laquelle sont attachés beaucoup de nos concitoyens, et je pense que c'est important de leur apporter des solutions qui soient appropriables. Ensuite, tout comme vous, je regrette la concentration toujours accrue du développement de l'emploi. En même temps, je pense que c'est une réalité de notre époque, là, sur laquelle la planification n'a pas beaucoup de prise.
Par contre, il y a quelques sujets sur lesquels, quand même, dans le cadre du SDRIF, on a un impact. C'est le lien urbanisme-transport. Hein, désolé, c'est une vieille figure de la planification, mais qui reste quand même extrêmement opérante. L'attention portée à l'aménagement des quartiers de gare, de leur programmation, à la fois sur le plan résidentiel, avec une place de choix aussi au logement abordable à proximité des transports, mais aussi en termes d'équipement, de services publics, pour que demain les déplacements soient facilités par les transports en commun, au-delà des déplacements domicile-travail, les déplacements aussi de loisirs et les déplacements quotidiens, hein, pour accéder aux services. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pour la première fois, on va avoir un SDRIF qui se voudra véritablement environnemental. Donc on parle beaucoup du ZAN, mais ça n'épuise pas le sujet. Un de nos gros enjeux, ça va être le traitement des îlots de chaleur urbains, des continuités écologiques. Vous le disiez tout à l'heure, on a des nouvelles appétences résidentielles et il faut réinventer l'habitat collectif. Mais je pense qu'autour de on a des vraies opportunités autour de l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Une ville dense qui laisse plus de place aussi à la nature, aux espaces verts, c'est peut-être aussi rendre plus attractifs certains espaces et dès lors qu'on change la forme du logement, se préserver d'un desserrement résidentiel. En tout cas, il y a des synergies à construire. Après, le sujet, ça va être aussi la territorialisation, le passage à l'opérationnel dans les territoires. Hein. Mais c'est des choses qu'on va porter. Et puis enfin, alors là, je vais revenir sur quelque chose de très connu, mais sur lequel je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus volontariste. C'est la question du rééquilibrage en matière d'habitat. Parce que là, honnêtement, le compte n'y est pas. On s'est beaucoup battu depuis 10 ans sur un objectif qui est quantitatif, qui est celui des 70 000 logements. On a eu un slogan politique porté à tous les niveaux du choc d'offres. On a fait la démonstration et on peut féliciter les maires ici présents parce que pendant quelques années, sur la décennie 2010, fin des années 2010, on a atteint ces 70 000 logements. Mais ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est que, en dehors des difficultés à obtenir des permis, c'est pas uniquement parce que le foncier n'existe pas, hein, c'est aussi parce que c'est compliqué de porter des permis lorsqu'on s'inscrit en densification, en recyclage urbain. Mais au-delà de ça, c'est que malgré les efforts de construction, on n'a pas amélioré d'un iota la situation du logement des Franciliens. C'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui sont en suroccupation, on a toujours plus de demandeurs de logements sociaux. Donc je pense que la vraie question à se poser sur l'avenir, c'est la territorialisation, la différenciation spatiale des objectifs, et notamment sur le logement abordable. Le logement abordable, qu'il soit locatif, mais aussi en accession. Et il faut qu'on fasse des logements qui soient pérennes et qui bénéficient durablement à nos concitoyens. C'est pas normal qu'on ait tous du mal politiquement à défendre l'acte de construire, que ça coûte de l'argent, qu'il y ait des équipements à produire et qu'à l'arrivée, pour 2 logements construits, on en a un seul qui est occupé par une famille francilienne. Ce n'est pas tolérable. Dominique Alba, vous allez avoir la lourde tâche de terminer cet échange, mais justement sur la question du logement abordable dans la métropole du Grand Paris, sur la question aussi de l'évolution de cette métropole, de cette zone dense vers une ville plus vivable, plus agréable, qui donne plus de place à la nature, à la verdure. Le bien-être. C'est tendance. C'est très compliqué parce que là, on pourrait partir avec Martin dans 3 heures de discussion. mais peut-être quelques chiffres quand même. On a beaucoup construit, la vacance augmente. Donc, en gros, on n'a pas plus de résidences principales. Et effectivement, on n'accueille pas la population parce qu'il y a du logement non occupé ou sous-occupé ou mal occupé. Et ça, on a très peu d'outils. On taxe la résidence secondaire, c'est peanuts. Donc on est dans une situation où là, il va falloir légiférer parce qu'autrement, on ne va pas s'en sortir. La région est attractive. L'immobilier est un produit financier. Il n'est plus un produit cadre de vie, il est un produit financier. Donc il va falloir qu'on arrête cette spirale-là pour entrer dans une autre. C'est très compliqué parce que ça fait quand même 40 ans ou 50 ans qu'on fabrique celle-là. Donc voilà, on va le faire. Il y a pas... Je me permets de le dire parce que c'est important. Après, il y a évidemment donner du plaisir. Donc, on parlait de l'emploi. Sans doute qu'une grande partie des emplois télétravaillables vont disparaître. Parce que la puissance informatique qui est en train d'arriver, dont on n'imagine rien, l'assurance, la banque, la finance, qui sont les emplois de la défense, par exemple, ils vont disparaître. Et donc, on a d'autres emplois qui sont en train d'arriver, qui sont de l'emploi qui fabrique un peu plus, qui rend les choses visibles, qui plaît à tout le monde et qui va peut-être aussi
sédentariser un tout petit peu. Et comme disait Sylvie Charles, on n'a pas besoin de gros chiffres pour faire les différences. On a besoin de petits mouvements. Et cela, on est en train de les fabriquer avec les rez-de-chaussée actifs, avec une part du parc qu'on met à disposition, etc. Nous, on travaille beaucoup sur le taux d'usage du bâtiment. Imaginez qu'à Paris, l'actif immobilier qui vaut le plus cher pendant le Covid, il vaut 0. Un immeuble de bureau n'apporte qu'à son propriétaire. À la ville, il n'apporte rien. Donc c'est quand même un petit sujet. Et vous vouliez que je parle du boulevard périphérique et des méthodes, puisque vous vouliez qu'on conclue sur la gouvernance et donc comment rendre les choses attractives. C'est vrai que la question des grandes infrastructures, c'est compliqué, puisque une des caractéristiques de la zone dense de l'agglomération parisienne et aussi de la zone moins dense, si je puis dire, c'est qu'elle n'a pas d'espace public. C'est-à-dire que Paris a beaucoup d'espaces publics, comme Barcelone. C'est 28 à 30% de la surface de la ville qui sont de l'espace public. Je ne parle pas des jardins publics, je ne parle pas des espaces verts, je parle de la chaussée, l'endroit où on fait circuler les services, les réseaux, etc. Quand on sort de Paris, on passe à 15%, voire à 10%. Donc les grandes infrastructures qui ont été construites autoroutières, et ce qui va avec, hein, les échangeurs et tout ce bazar-là, deviennent de la réserve foncière intelligente. Donc le sujet n'est pas forcément de les construire, en tout cas ce n'est pas mon point de vue, mais d'en faire des vides attractifs. C'est pour ça que lors des travaux sur le boulevard périphérique, nous avons appelé ça la nouvelle ceinture verte, et que nous avons travaillé non pas sur l'ouvrage qui fait 35 mètres de large, mais sur un espace qui fait 1 km. Et ça concerne 35 km² et 550 000 habitants. Donc là, on commence à dire des choses intéressantes. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plus d'une centaine de projets en cours, on les a tous documentés. Et donc maintenant, les personnes se mettent autour de la table, comme on fait là, travaillent et regardent ce qu'elles peuvent faire à plusieurs. Et en particulier, si je prends la question des équipements et des collèges, donc maintenant, on va partager les collèges. C'est compliqué, hein. Un département, collège, on ne partage pas, même si on est à côté, hein. Donc là, on va partager les collèges. Et nous, qu'est-ce qu'on dit ? Plus de services, moins d'équipements. On a les mètres carrés. On en a fabriqué des centaines de milliers de millions de mètres carrés. Ils sont sous-utilisés, presque tous. Presque tous. Il n'y a guère que le logement qui, en plus, avec le télétravail, devient surutilisé. Tout le reste est sous-occupé. Donc, à partir de là, on peut travailler. Et la route est sans doute l'équipement le plus sous-utilisé de tous. Même le Parce qu'il n'y a périphérique. personne dans une voiture. Mais oui, mais il n'y a personne dans la voiture. Donc, c'est l'équipement le plus sous-utilisé de tous. Donc, la question, ce n'est pas de l'enlever, c'est de l'utiliser. Et donc, c'est ça le travail qui est engagé. Voilà. Ben, merci beaucoup pour ces mots qui vont nous servir de conclusion parce qu'on a dépassé notre heure. On n'a pas vraiment le temps de donner la parole au public, mais je vous invite à échanger de manière informelle parce qu'on doit laisser la place pour la conférence suivante. Merci.